vous propose de commencer, ça vous va? Est-ce qu'on sait le côté technique, c'est bon? Ok. Bonjour à tous, donc on est ravis de vous accueillir cet après-midi pour vous parler d'un concept qui nous est cher, à savoir l'entreprise hyperlocale, ou comment réinventer son modèle économique à partir des territoires. Pour commencer, peut-être quelques mots sur Utopie. Donc on est une agence de conseil indépendante, la première agence de conseil indépendante en développement durable en France. On est aujourd'hui 80 collaborateurs, on a plus de 250 clients, de la start-up au grand groupe dans à peu près tous les secteurs de l'économie. On travaille aussi avec les territoires, on vous en parlera tout à l'heure. Et on va fêter nos 30 ans cette année, en octobre. Puisqu'Utopie a été fondée en 1993 par Elisabeth Laville. Et donc, ça fait 30 ans qu'on travaille sur les enjeux de développement durable et ça fait près de 20 ans qu'on travaille sur ces questions du local, on va dire de façon générale. C'est un sujet qui nous anime depuis près de 20 ans parce qu'il y a bientôt 20 ans, on avait lancé la première empreinte socio-économique de BIC au Brésil. Donc, c'était vraiment une approche très quantitative de l'ancrage, mais c'était le début de local footprint d'un outil qu'on a développé et qui nous a permis de mener une multitude de missions d'empreinte socio-économique. On travaille aussi beaucoup avec des entreprises sur leur ancrage local, leur stratégie d'ancrage, là aussi dans tout secteur, le secteur bancaire, la pharmacie, mais aussi les médias. Et on travaille côté aussi territoire, donc c'est intéressant d'avoir les deux volets avec les collectivités locales, notamment beaucoup les régions, les métropoles, sur ces questions de comment engager la transition écologique tout en créant de la prospérité locale. Et donc vraiment coupler développement économique et transition. Et puis on a aussi beaucoup de travaux de think tank sur le sujet du local. C'est vraiment un matériau qui nous mobilise beaucoup. Tout à fait. Alors, comme on va le voir, en fait, le sujet du local, on l'aborde à la fois en se plaçant du point de vue des territoires. Les exemples que prenait là à l'instant Annabelle illustrent ça. Ce qu'on va aborder aujourd'hui, c'est la place du local dans les modèles économiques des entreprises. Et en fait, dans les publications qu'on a pu mener, on voit qu'on est un petit peu dans ces deux pieds-là, un pied plus un point de vue territoire et collectivité, puis aussi des travaux qui vont peut-être plus parler aux entreprises. Donc, d'ailleurs, c'est pas... Oui, je vois que le panorama n'est pas complet, mais on a travaillé sur différents sujets. L'une des premières notes de position qu'on a publiées sur le local, c'était celle sur l'effet multiplicateur en 2016, à travers lequel, en fait, on rappelait toute l'importance de l'effet multiplicateur d'une activité, d'une entreprise sur son territoire, à travers ses achats, à travers les salaires, à travers la fiscalité à laquelle elle peut contribuer. Et donc de rappeler que finalement, quand une entreprise quitte un territoire, en France, on a longtemps considéré que, par exemple, les fermetures d'unités de fabrication n'étaient pas vraiment un sujet, puisque c'était la vocation des pays low cost de récupérer ces activités. En fait, à travers la notion d'effet multiplicateur, on se rend compte de toute l'importance du local, de toute l'importance de ce qui va se passer en termes d'effet d'entraînement via les échanges économiques entre les acteurs. Donc après, c'est vraiment un sujet qu'on peut décliner sur plein de thématiques. Le sujet alimentaire, ce qui résonne très fortement à la fois du point de vue des collectivités, mais aussi du point de vue des filières elles-mêmes, avec des enjeux très forts, voilà, de réancrage, de reterritorialisation de ces filières. On l'a abordé sur le sujet de la fabrication pour explorer la capacité des territoires à fabriquer ce qui est consommé localement. Je ne vais pas passer tout en revue, mais on voit que c'est un levier très important. Peut-être un mot sur Best for Local, qui est le fruit du travail qu'on mène avec Bilab France sur les modèles économiques à impact. Et là, il y avait une réflexion vraiment très spécifique au local dans le modèle d'affaires. Et donc, fort de cette passion pour le local, nous allons publier donc en octobre prochain un livre qui s'appelle L'entreprise hyperlocale et qui porte comme conviction que le local est un nouveau paradigme pour changer le modèle économique des entreprises. Et qu'on voit en fait apparaître une nouvelle génération d'entreprises qu'on a appelées les entreprises hyperlocales, qui vont mettre en fait vraiment le territoire au cœur de leur ADN pour aller chercher plus d'efficience et aussi plus d'agilité dans un monde dont on sait qu'il est soumis à de forts aléas. Et donc comment elles vont se saisir du local et des territoires pour répondre à des enjeux de décarbonation, de maîtrise du scope 3, pour préserver la biodiversité sur l'ensemble de la chaîne de valeur, notamment à l'amont, mais aussi pour travailler sur une moindre dépendance à des ressources qui sont en raréfaction. Également traiter des enjeux socio-sociétaux sur les territoires, parce qu'on sait qu'on a de gros enjeux d'inclusion. Et puis plus globalement d'être
plus résiliente face aux crises. Boris le montrera tout à l'heure. L'entreprise s'appuie aujourd'hui sur des chaînes de valeur très concentrées et très déterritorialisées. Et donc travailler sur le local, c'est aussi renforcer sa résilience. Et comment elles le font? Elles le font en déployant des stratégies d'économie circulaire ou d'écologie industrielle. Elles le font aussi en mutualisant les achats, les équipements, on le verra tout à l'heure. Elles peuvent aussi faire évoluer leur outil industriel en travaillant de la microproduction au plus près des sites et là où sont les ressources. Et puis elles exploitent globalement toutes les ressources locales qui sont au sein du territoire dans lequel elles opèrent. Ces ressources pouvant être humaines, matérielles, intellectuelles. Et donc peut-être pour commencer, on voulait vous donner une définition du local. Et on peut penser que le local, c'est une conception humaine, parce qu'on a défini les territoires par des régions, des départements, des frontières. Et au final, on se rend compte que le local existe déjà dans la nature. Donc là, on vous a mis, je ne vous ai pas fait de quiz ou de test de Rorschach pour savoir ce que c'est. On vous a mis une photographie en fait, de suivi GPS de plusieurs meutes de loups dans un parc national du Minnesota qu'on trouve assez joli et métaphorique pour illustrer ce que c'est le local. En fait, on voit que ces meutes, elles se juxtaposent, elles se touchent, mais elles ne se croisent pas. Et on voit que le local, c'est une conception assez spontanée et organique de ce qu'est la coopération. Et on pourrait définir le local comme la dernière frontière au-delà de laquelle la coopération et la bonne entente entre les membres n'est plus possible. Donc au final, on n'est pas sur une définition, comme le dit Bruno Latour, ce n'est pas un point sur une carte, ce n'est pas non plus une frontière, le local. C'est avant tout un sens de la proximité qui est celui de la relation et du réseau de relations. Donc ça veut dire que pour une entreprise, concrètement, travailler le local quand on va questionner les questions de ressources hydriques, ça sera peut-être plus à l'échelle d'un bassin versant, alors que travailler le développement des compétences sur un territoire, ça peut peut-être plus se faire à l'échelle d'une région. Donc on voit qu'on a en fait un périmètre qui est variable en fonction des coopérations qui sont nécessaires et de la capacité des acteurs à entrer en réseau. Et des fois, les échelles trop grandes empêchent la collaboration, justement. Peut avancer pour rentrer aussi peut-être dans plus de concret. Aussi une des vertus du local, donc on a vu que c'est l'échelle de la coopération. On trouve aussi, nous, que c'est une bonne échelle pour faire atterrir des concepts qui sont très anxiogènes. Là encore, pour reprendre cette image, bon, c'est plutôt le mythe de Sisyphe, mais je trouvais assez intéressant parce que ça illustre ce que disait Bruno Latour sur le fait que si vous essayez de prendre le globe sur vos épaules, il vous écrase. Et donc c'est toutes les... Aujourd'hui, on voit beaucoup d'éco-anxiété à ne pas savoir comment on fait atterrir les sujets. Et le fait de travailler à un niveau local permet au final une forme d'optimisme d'action, de se réapproprier des concepts qui soit nous tétanisent, soit nous font aller vers des concepts un peu hors sol, comme on peut le voir aujourd'hui avec le régénératif, qui ne veut pas forcément dire grand-chose. Donc là, voilà, le mérite du local, c'est que c'est très tangible et c'est une approche assez pragmatique en fait, des sujets. Et c'est aussi un espace d'incapacitation qu'on trouve intéressant. Et puis le local, donc les entreprises hyperlocales, ce qu'on voit, c'est qu'elles se mettent à questionner leur dépendance. Donc elles vont pas forcément se refermer. Donc c'est pas une recherche d'autarcie ou d'autonomie totale. C'est une réflexion sur de quoi on dépend. Et c'est de passer, comme le disait Catherine Larère, de dépendance subie à des interdépendances choisies. Et donc, c'est typiquement les dépendances subies, c'est ce qu'on a vu lors de la crise en Ukraine ou de la crise sanitaire quand on a manqué de paracétamol. On a pris conscience des dépendances subies et de la fragilité que ça a donné à notre système de santé en l'occurrence, mais c'est vrai aussi pour une entreprise. Et passer de ces dépendances subies à des interdépendances choisies, c'est vraiment ça, pour nous, un des atouts d'un travail sur l'hyperlocal. Je laisse la parole à Boris. Là, on a un petit peu posé le concept. Pourquoi, finalement, ça fait sens aujourd'hui de parler local? On en parle beaucoup, de plus en plus. Ces dernières années, c'est une approche qui est revenue très souvent quand on parle de relocalisation, reterritorialisation, etc. Il y a quand même derrière cette notion de modèle local le re-questionnement de notre modèle de développement économique. Finalement, quand on regarde l'esprit des politiques économiques qui sont menées, ou la manière finalement de définir ce que c'est le développement d'une entreprise aujourd'hui, on va être très souvent sur une conception qui consiste à aller capter des marchés à l'extérieur, d'aller capter les marchés là où ils sont les plus dynamiques, et notamment l'international. Et on se rend compte que finalement ce modèle-là peut être questionné aujourd'hui à différents niveaux, et c'est ce qu'on va appeler un petit peu les facteurs d'émergence du local, les facteurs qui vont inciter, pousser à se reposer la question de la proximité.
Un premier élément peut questionner ce modèle d'exportation quand on voit que on est aujourd'hui quand même sur des tensions économiques croissantes entre les deux grands pôles économiques, hein, les États-Unis et la Chine. Certains parlent de découplage économique et on voit que ces stratégies-là peuvent demain remettre assez fortement en question aussi le positionnement des acteurs économiques européens pour accéder à ces marchés et même pour accéder à d'autres marchés dans le monde quand les États-Unis vont empêcher d'utiliser des technologies américaines qui sont incorporées à nos exportations et que la Chine fait de même avec des technologies chinoises. Donc, finalement, le sujet du local, c'est aussi redécouvrir qu'on a des marchés à proximité. Le marché européen, c'est un marché conséquent et même à une échelle donc beaucoup plus micro, la demande locale des ménages, la demande locale des entreprises, la demande locale des acteurs publics, ça pèse lourd dans les territoires et c'est finalement une demande qui est à portée de main. Un autre facteur d'émergence, c'est un petit peu l'autre pendant de ce modèle assez extraverti, c'est un modèle d'importation. C'est-à-dire que finalement, pour devenir très compétitif à l'export, on va mener finalement des stratégies de spécialisation, on va se spécialiser sur des maillons de la chaîne de valeur, sur certaines technologies, etc. Finalement, ce qui nous rend dépendants des importations pour tout le reste. C'est quelque chose d'assez frappant aujourd'hui. Pour prendre qu'un chiffre, si on regarde la consommation des ménages en France, les 2/3 de la valeur des biens manufacturés consommés par les ménages correspond à de l'importation. Donc ça dit quelque chose de ce niveau d'importation. On a vu avec la crise Covid, qui a fait cet effet révélateur, cet effet peut-être un peu électrochoc de notre niveau de dépendance. Une troisième facette, et donc du coup le local là ici, c'est finalement redécouvrir aussi que il y a un enjeu à être capable de répondre aussi à notre propre demande à partir de notre propre production. Une troisième facette, c'est l'idée de faiblesse. Ça a été aussi une approche très forte en France, qui n'a pas forcément été partagée par d'autres pays en Europe, si on pense à l'Allemagne par exemple. C'est l'idée que finalement demain on peut se passer, je le disais, de la fabrication, en considérant que finalement c'est plus là qu'il y a un intérêt stratégique. On voit aujourd'hui à quel point, finalement, abandonner la fabrication, on se paye d'un prix fort. En fait, il y a finalement de multiples coûts cachés à faire appel finalement à de la production lointaine, des problèmes de qualité, d'image, de fiabilité d'approvisionnement, aussi des enjeux d'innovation. Et ça, du point de vue des entreprises, on peut quand même insister là-dessus. C'est-à-dire que quand vous mettez à distance la capacité de fabrication, finalement, vous fragilisez les capacités d'innovation qui restent ici, qui restent en Europe. Parce qu'on a besoin de cette proximité de l'acte de fabriquer pour continuer à innover. Et puis une quatrième facette qui est absolument majeure, c'est que derrière ce modèle finalement assez global, ce qu'on a mis à distance, c'est aussi les impacts environnementaux. C'est-à-dire que quand finalement votre chaîne de valeur elle est très globalisée et qu'on place finalement les activités les plus impactantes dans les pays où finalement la réglementation environnementale ou sociale est la plus faible, on va finalement mettre à distance, on va invisibiliser un certain nombre d'impacts. Et là, le local, c'est aussi ça, c'est finalement reprendre la main sur nos impacts avec cette idée que finalement la boucle courte, produire localement, utiliser des ressources locales, ça permet plus facilement, plus rapidement de se rendre compte des impacts. Et donc c'est là où l'idée de local, l'idée de réenraciner l'économie, reterritorialiser l'économie, réduire finalement globalement les distances entre la consommation et la production peut faire sens. Et donc un modèle hyper local peut permettre de saisir différentes opportunités, de répondre à différents risques. On le voit au niveau de la demande, il y a une demande de produits locaux, une demande de produits plus durables et produits finalement dans un certain rayon de proximité qui se multiplient enquête après enquête. Donc c'est saisir cette opportunité-là, c'est redécouvrir ou redéployer sa chaîne d'approvisionnement en allant finalement se rendre compte que finalement le bon fournisseur dont j'avais besoin finalement pouvait être disponible aussi à quelques kilomètres. C'est aussi ça la force du local, c'est redécouvrir des choses un petit peu insoupçonnées. Réindustrialiser à partir des savoir-faire, c'est-à-dire que là, et ça c'est vraiment un parti pris très fort du livre, c'est considérer qu'on peut avoir, on en parle aussi dans l'actualité, de l'image du retour de la grande usine, de la giga-usine qui va revenir s'implanter. On peut aussi faire le pari, un autre pari qui est un petit peu différent, c'est-à-dire que dans nos territoires, on a des entreprises et des savoir-faire, et qu'à partir de ces savoir-faire, on peut redéployer finalement de nouvelles capacités productives. On peut aller sur de nouveaux marchés, sur de nouveaux produits, de nouvelles activités. Et ça, c'est aussi un des ressorts du local. Autre élément, c'est que finalement, dans nos territoires, on regorge aussi de ressources, on regorge
de ressources parfois sous-exploitées. Et finalement, c'est aussi ça le local, c'est redécouvrir finalement ce qu'on avait laissé de côté jusqu'à maintenant. Un autre élément sur la question environnementale avec le local, c'est finalement cette proximité. Les sujets de biodiversité, par exemple, se jouent éminemment à l'échelle locale. Les impacts d'une activité économique sur la biodiversité dépendent avant tout finalement du contexte, de la vulnérabilité initiale de l'écosystème, etc. Donc c'est par le local aussi qu'on peut adresser ces enjeux-là. Et puis dernier élément rapidement, sur l'effet multiplicateur, j'ai évoqué tout à l'heure, finalement en s'inscrivant dans un écosystème économique local, c'est le meilleur moyen d'activer cet effet multiplicateur. On a bien cette image du flipper qui incarne assez bien cette idée du multiplicateur. Voilà, plus votre chaîne de valeur va être ancrée, plus vous avez des échanges locaux, plus finalement la richesse va se démultiplier localement. Et c'est aussi ça toute la force du local. Pour l'instant, le local, c'est les loups et le flipper. Donc ça va vous faire des petits mémos. Donc face à ces chocs et aux limites planétaires dont parlait Boris, l'entreprise hyperlocale et l'entrepreneuriat hyperlocal, il va consister à aller maximiser l'utilisation des ressources et de toutes les opportunités locales pour développer l'entreprise, comme je disais tout à l'heure, pour améliorer son efficience, son agilité, sa résilience. Et ça, on comprend bien que ça va bien au-delà de ce qu'on appelle la RTE, la responsabilité territoriale de l'entreprise, puisqu'on va repenser son modèle d'affaires. Et donc la façon de travailler ceci, ça peut se faire dans plein de secteurs. On en détaille, je sais pas, une dizaine dans le livre, je pense. Et on peut aller explorer donc différentes dimensions. Nous, on en a schématisé 6 dimensions de son modèle d'affaires. On peut aller voir comment le local constitue un nouveau marché pour l'entreprise. On peut aller voir comment ça lui permet de réinventer sa relation à ses clients, réinventer ses canaux de distribution, sa communication. Elle peut même réinterroger la mission même de l'entreprise à l'heure où les entreprises cherchent des raisons d'être et se donnent des missions. Et puis elle peut aussi être un vivier de partenaires hyper intéressant pour aller explorer d'autres choses que le seul sourcing local et vraiment aller trouver des relais locaux pour porter son offre, sa dynamique. Et puis, plus prosaïquement, elle peut être un espace de mutualisation, mutualisation des achats, de l'outil industriel, et puis gisement de ressources, comme le disait Boris. Donc, ce n'est pas une approche uniquement utilitariste des territoires, c'est vraiment de se dire, je réinvente mon modèle économique en partant des territoires. On peut avancer. Et là, la façon dont ça peut se traduire dans le modèle économique de l'entreprise, je disais, ça permet de questionner ces différentes dimensions du business model. Là, c'est le business model Canva. Je ne sais pas si vous êtes tous familiers avec ça. C'est théorisé notamment là, par Alexander Osterwalder. Nous, on l'a un petit peu adapté à la sociutopie. Mais on voit que ça permet de questionner les composantes de son modèle d'affaires et aussi d'aller questionner la structure des coûts, des revenus de l'entreprise et des externalités positives et négatives qu'elle génère. Et ça, c'est important parce que dans la structure des coûts, on parlait beaucoup du transport tout à l'heure. Aujourd'hui, les coûts du transport sont conséquents et risquent d'augmenter. Donc, travailler sur une relocalisation de sa chaîne de valeur, c'est travailler sur sa structure des coûts. C'est aussi travailler sur certains coûts d'intermédiation, de transactions qui ont fortement augmenté ces dernières années. Donc travailler en local et en réseau, ou en tout cas en circuit court, qui peuvent être sur des distances plus ou moins lointaines, mais désintermédier les chaînes de valeur, c'est aussi une façon de faire des économies. Et puis dans les externalités négatives à minimiser, on sait aujourd'hui que la tonne de CO2 n'est pas évaluée à sa juste valeur, que si elle devait l'être, elle serait à 130-200 € la tonne. Et donc, on a aujourd'hui des coûts qui sont des coûts cachés, qui ne sont pas intégrés à la construction du prix final des produits, mais qui devraient demain surgir, je n'ai pas de boule de cristal, mais plus ou moins rapidement. Une autre façon aussi d'internaliser ou d'intégrer des externalités négatives qui aujourd'hui ne sont pas apparues, c'est la façon de gérer la question de l'adaptation au changement climatique. On sait que les aléas climatiques vont aussi générer des perturbations sur les chaînes de valeur en entraînant des ruptures d'approvisionnement, des dégâts sur les sites industriels, une baisse des rendements agricoles dans certains pays du monde. Et donc retravailler ces dépendances choisies, comme on disait tout à l'heure, c'est aussi une façon de gérer les risques et de réduire sa dépendance à des ressources qui pourraient être mises à mal ou des infrastructures qui pourraient être mises à mal demain. C'est aussi une façon d'innover, parce que dans les entretiens qu'on a menés pour écrire le livre, on a notamment interviewé Sonia Lavadigno, qui nous parlait du concept d'affordance. Le concept d'affordance, c'est-à-dire c'est prendre tout ce qu'on a autour de soi, explorer toutes les opportunités qu'on a autour de soi pour innover par la contrainte, en fait. Et on trouve que c'est assez intéressant de se dire demain,
comment une entreprise peut garder la même proposition de valeur ou la faire évoluer en mobilisant les ressources qu'elle a autour d'elle. Et ça, on trouve que c'est un facteur de créativité et de sens hyper intéressant pour les entreprises. Et donc là, ce qu'on voulait vous proposer, c'était de parcourir, peut-être relativement rapidement, parce on veut garder le temps des questions, mais ces 6 dimensions du modèle économique, qu'on a en plus, comme on est des consultants, déclinés en leviers. Donc l'idée, c'est qu'on a formalisé et conceptualisé comment une entreprise pouvait vraiment repenser son modèle économique à partir du local. Le premier, je le disais tout à l'heure, c'est considérer que le local est un marché. Pour répondre aux vulnérabilités du commerce mondial, à l'aspiration des consommateurs pour des produits plus locaux, qui ont plus de sens ou personnalisés. Et aussi, dans des territoires où on parlait de biodiversité tout à l'heure, on va avoir des contextes territoriaux de plus en plus spécifiques avec des défis de plus en plus complexes. Et donc là, on a des entreprises qui vont développer une offre vraiment spécifique à chaque territoire. Ça s'appelle le business to territory. Je vous donnerai un exemple tout à l'heure. On a des entreprises qui vont décider de croître en se diversifiant en local plutôt que de croître à l'international, donc de croître en se diversifiant. On a d'autres entreprises qui vont décider de fabriquer à la demande. Donc là, c'est la fabrication au plus près des clients et sur commande. C'est notamment très utile dans le secteur du textile qui, on sait aujourd'hui, souffre de stock et d'un renouvellement des collections qui met à mal le modèle économique. Et on peut faire aussi évoluer son outil industriel avec l'approche du plug and play, donc qui sont des outils microproductifs qu'on peut plugger au plus près des infrastructures du territoire. Donc là, on va aller chercher la ressource là où elle est sur le territoire et pas implanter un gigasite industriel complètement déconnecté. Et donc là, vous avez par exemple des super exemples comme MTB Group qui recycle sur les sites industriels ou CO2 Container qui va chercher là aussi les gisements minéraux sur les sites industriels. Alors, un exemple de comment on peut faire du local un marché, l'exemple de Green Mountain Power, qui est une entreprise d'énergie dans le Vermont aux US, qui s'est donné l'objectif d'être la première entreprise américaine d'énergie 100% ENR, 100% verte, et qui pour ça mène vraiment un travail, on va dire, territorial, territoire par territoire, en évaluant les gisements d'ENR en local, mais aussi en travaillant beaucoup avec les habitants et la collectivité pour comprendre quels sont les besoins des habitants, quels sont leurs questionnements, et qui lancent aussi des programmes de formation pour les aider à la fois à réduire leur consommation d'énergie, mais à les amener à créer une nouvelle gouvernance énergétique, parce que génère notamment la création de plusieurs coopératives solaires dans les territoires où ils opèrent. Ils sont aujourd'hui le premier fournisseur du Vermont avec un mix à 81% d'ENR, et ils ont été jugés par Fast Company comme dans le top 5 des entreprises les plus innovantes. Et donc là, c'est intéressant, c'est de voir comment une entreprise qui, à la base, est une entreprise plutôt technique et d'infrastructure, par son engagement local, elle permet de modifier les modes de vie et vraiment d'incarner la transition et de nourrir des dynamiques citoyennes qui sont aujourd'hui assez silotées. Un autre exemple qu'on adore, c'est celui de Zingermans, qui est une illustration de comment on peut croître localement en se diversifiant plutôt qu'en faisant une croissance par un système de franchise qui couvrirait l'ensemble des continents du globe. Donc à la base, Zingermans, c'était une sandwicherie qui a été fondée en 1982. Et l'entreprise, comme je disais, donc, a vécu sa croissance en se diversifiant, en partant du principe qu'elle allait chercher à intégrer sa chaîne de valeur amont et aval en local. Donc l'idée, c'était de construire des business qui soient complémentaires au business initial, tout en restant dans la ville de Ann Arbor, qui est une ville du Michigan. Donc ils ont développé des activités de boulangerie pour faire le pain de la sandwicherie, de torréfaction pour faire le café, la crèmerie, enfin, vous comprenez, du coup, tout un système. Maintenant, il y a aussi une offre de service qui s'est développée, un service de formation pour les entrepreneurs, des services de livraison des repas. Et résultat, aujourd'hui, on a un groupement de 9 entreprises indépendantes qui s'appelle Zingermans Community of Businesses pour un CA annuel de plus de 60 millions de dollars. Et quand on les interviewait, ils nous disaient l'entreprise a connu une croissance spectaculaire en un seul lieu. Nous grandissons verticalement et non horizontalement. Et pour nous, c'est aussi un bon exemple pour déconstruire une des idées reçues qui peut être faite sur le local, à savoir être local, c'est rester petit. En fait, on peut aussi croître autrement, en générant aussi beaucoup de fierté et beaucoup de fierté locale et d'appartenance, et aussi en repensant peut-être la raison d'être de l'entrepreneuriat. La deuxième dimension du local, c'est comment ça aide à penser une nouvelle relation client.
et à réinventer des canaux de distribution. Donc on voit différents modèles qui émergent, les modèles qu'on va appeler en boucle locale, donc les systèmes de leasing ou de consigne qui se développent notamment beaucoup dans l'agroalimentaire pour la consigne, dans le textile pour le leasing notamment. Le fait de développer des hubs locaux en l'occurrence, qui sont des espaces multifonctionnels où vous allez pouvoir avoir des lieux de culture, des lieux de restauration, mais aussi des lieux de production et d'intermédiation. Tout ça pour évidemment mettre en valeur une offre dédiée à la marque ou à plusieurs marques qui s'organisent autour d'un lieu. On voit aussi l'émergence de plateformes qui vont soutenir l'économie locale pour faciliter les échanges locaux et les collaborations locales. Il y a beaucoup d'exemples. Il y en a un qui est intéressant dans le BTP pour mutualiser le matériel de chantier entre plusieurs entreprises. On a des exemples dans l'énergie avec des coopératives solaires qui utilisent la plateformisation. On a également des exemples de financement participatif qui émergent. On a des entreprises qui activent des réseaux de micro-entrepreneurs pour aller surtout dans les pays émergents. Il y a des beaux exemples en Afrique notamment de projets d'entreprises. Le modèle One Stop Shop, je ne vais peut-être pas tout détailler, et puis des nouveaux modèles locaux à revenus mixtes, c'est-à-dire que c'est des entreprises locales qui vont combiner différents flux de revenus en partant d'une ressource locale. Et donc là, l'exemple qui suit illustre bien ça. C'est l'exemple d'une marque qui s'appelle Feronia Forest au Canada et qui s'est donné en fait comme modèle d'affaires de valoriser la ressource forestière sans la détruire, sans abattre les arbres. Donc partant de ce postulat-là, elle a développé plusieurs marques de produits. Donc Vertical Water, qui est une marque d'eau minérale, Mission Maple, qui est une marque de sirop d'érable, et Rumble White, qui est un parc d'acrobranche qui a été construit sans clous ni vis, donc un système qui est un parc récréatif, mais qui n'atteint pas les arbres. Ils ont également développé plusieurs programmes éducatifs. Mais en tout cas, c'est un bel exemple de comment on peut partir d'une ressource en cherchant à la préserver et à diversifier ses activités, à combiner plusieurs modèles de revenus qui peuvent être de la production alimentaire ou des activités culturelles et récréatives. Vous avez aussi des entreprises qui vont au-delà d'une approche, pragmatique ou de recherche d'efficience dans le local et qui vont faire du local presque une conception quasi existentielle et qui vont mettre le local au cœur de leur mission. Et donc on a des entreprises qui ont vraiment mis au cœur de leur ADN le local dès le départ. Zingerman, c'en est un exemple, celui que je vous citais tout à l'heure. On a des entreprises comme Shinola ou Aucklandish qui vont vraiment mettre un territoire et cultiver la fierté d'un territoire autour de produits, en l'occurrence soit dans le textile, soit dans l'horlogerie. On a aussi des entreprises qu'on appelle des entreprises pollinisatrices qui illustrent bien ce que disait Boris tout à l'heure sur comment les entreprises peuvent soutenir l'emploi, soutenir l'entrepreneuriat et générer de la valeur sur les territoires. Et donc là, on a l'exemple de Michelin qui a lancé un programme de soutien à l'entrepreneuriat local qui s'appelle Michelin Développement, essentiellement dans ces régions d'implantation et autour de sites qui sont soit en reconversion, soit qui ont été fermés, pour soutenir les PME qui se lancent. Et donc l'accompagnement consiste en du conseil d'experts, comptabilité, business plan, et du financement à taux bonifié, avec un prêt moyen qui est quand même de 70 000 € par entreprise, donc c'est vraiment pas anecdotique. Et depuis le lancement du programme, il y a plus de 1000 entreprises qui ont été soutenues et 26 000 emplois qui ont été créés. Donc ça, c'est un bon exemple aussi pour montrer que le local, c'est pas que pour les petites entreprises, ça peut aussi être pour les grands groupes, et que on voit émerger des approches de multi-local pour les grands groupes, c'est-à-dire une approche corporate et après des approches très régionalisées avec des fonctionnements assez autonomes, une offre très spécifique, territoire par territoire. Donc ça, c'est aussi une autre façon de faire du local quand on est un grand groupe. Je vais passer la parole à Boris pour la suite. Voilà, je vais vous présenter les trois dimensions suivantes assez rapidement. Cette fois-ci, donc, le local comme espace de mutualisation, donc, comme je l'évoquais tout à l'heure, ça peut être aussi une des réponses face à la vulnérabilité des chaînes d'approvisionnement, d'aller chercher des ressources en local, de chercher un nouvel équilibre entre recherche de performance et résilience. Et ça peut passer par partager finalement, partager des actifs, partager des ressources productives avec ses voisins.
On le décline sur différents items, donc mutualiser les compétences, je vais revenir dans un instant, hein, la ressource humaine, voilà, on sait que, d'autant plus par les temps qui courent, que c'est une ressource importante et en local, on peut s'organiser pour la partager. La cofabrication, ça c'est une autre entrée vraiment intéressante avec des exemples assez interpellants, où finalement, parce que je vais partager ma ligne de production avec des entreprises voisines, ou parce que moi, je vais fabriquer grâce à la ligne de production d'une entreprise à proximité, je vais pouvoir accéder finalement à des économies d'échelle auxquelles je n'aurais pas pu accéder seul. Je vais finalement optimiser mes coûts de production, je vais optimiser les taux d'utilisation de mes ressources, etc. Troisième entrée, sur la logistique. Donc là, c'est un petit peu la même idée. Au lieu d'avoir des logistiques un peu cloisonnées, on peut partager de l'entreposage, on peut partager une flotte de véhicules, on peut partager même des opérations logistiques avec à la clé des coûts réduits, mais aussi potentiellement des coûts environnementaux réduits, hein, quand on connaît l'impact environnemental de la logistique. Mutualiser les achats, c'est une autre manière là aussi de faire jouer la mutualisation. Finalement, en regroupant les achats, on a une capacité, finalement, un pouvoir de négociation plus important, peut-être une capacité à accéder à une gamme je dirais, de produits, de fournitures différentes que si on était seul. Et puis, dernière entrée, la co-innovation, avec là aussi l'idée qu'en mutualisant les efforts d'innovation, je vais peut-être innover plus rapidement, peut-être de manière plus riche, parce qu'on va partager les idées, parce qu'on va partager finalement la maîtrise de différents champs de technologie ou différents champs de savoir-faire. Voilà, c'est la prime à l'innovation collective. Peut-être juste l'exemple rapidement sur la mutualisation des compétences, avec cet exemple qui nous vient de Bretagne. Donc on est là sur un groupement d'employeurs qui aujourd'hui intervient auprès de plus de 300 entreprises bretonnes, avec une idée assez simple. Le groupement recrute les salariés qui vont ensuite être partagés en temps partagé, voilà, mettre à disposition des PME, des TPE du groupement. Finalement, pour les entreprises, c'est un moyen d'accéder à des compétences qu'elles ne pourraient pas financer seules ou pas à temps plein. Et puis, c'est aussi un levier, d'accès à l'emploi et d'accès à l'emploi durable, puisque finalement, le groupement permet à des personnes, plutôt que d'avoir des morceaux de CDD à droite et à gauche, d'avoir des personnes embauchées en CDI. Et puis, l'autre élément vertueux, c'est ce phénomène de turnover positif, c'est-à-dire que chaque année, une partie des salariés du groupement va finalement être embauchée par l'une des entreprises membres. Donc, il y a aussi cet effet d'évolution dans le parcours. Une autre dimension du local comme gisement de ressources, encore une fois, on l'a dit tout à l'heure, et c'est vraiment une actualité qui, a priori, est amenée à perdurer, la contrainte de ressources sur l'énergie, sur les matières. Et là, c'est là où le local peut devenir un gisement de ressources à différents niveaux, sur le champ de l'énergie, sur le champ des matières. Et à nouveau, on peut le décliner sur différentes facettes. Il y a la notion tout d'abord de verticalisation, c'est-à-dire que finalement, on voit qu'on a des entreprises qui vont chercher à reprendre la main sur leur chaîne d'approvisionnement en s'impliquant, donc potentiellement voilà, en prenant des activités en amont, en les intégrant à leur scope, ou en travaillant de manière très, très étroite avec un certain nombre de fournisseurs. Ça peut porter sur les matières premières, ça peut porter sur des maillons de transformation qui sont jugés clés voilà, pour sécuriser les approvisionnements. Une autre entrée, une autre facette, c'est les coproduits. Donc ça va évidemment concerner les entreprises qui fabriquent, qui font de la transformation. Mais finalement, une manière de maximiser la valeur des matières qui sont consommées par l'entreprise, ça va être de mieux exploiter ses coproduits. Je vais montrer un exemple dans un instant. Le levier suivant, le 21, c'est un petit peu le même levier, mais vraiment sur la question des déchets, et puis vraiment d'être en posture de valoriser ce qui est à l'extérieur sur le territoire, là où la question des coproduits est plutôt une vision interne à l'entreprise. Là, c'est pareil, on peut complètement créer de l'activité, un modèle économique, parce qu'on va avoir repéré un gisement de déchets à valoriser. Circularité as a service, là, c'est tout simplement se positionner en termes de facilitateur. Des entreprises qui voudraient être plus circulaires, qui voudraient peut-être mieux valoriser leurs déchets, qui voudraient optimiser leur flux de matière, etc. Finalement, elles peuvent s'appuyer sur des entreprises qui vont jouer ce rôle de facilitateur, ce rôle d'ensemblier des chaînes circulaires à l'échelle locale. Et puis, alors voilà, enfin, je ne vais peut-être pas tous les évoquer, mais je vous invite du coup à aller jeter un œil au livre. Il y a plein d'autres finalement manières d'activer
ce local comme gisement d'innovation. Il y a notamment innovation traditionnelle. Alors ça peut paraître deux mots un petit peu incongrus mis bout à bout, mais c'est justement d'aller combiner des choses qui incarnent finalement une histoire ancienne sur le territoire, avec des choses peut-être voilà, qui au contraire incarnent le 21e siècle et les technologies d'aujourd'hui ou les savoir-faire d'aujourd'hui. Le levier 26 n'est pas inintéressant aussi. C'est-à-dire que dans les ressources, il y a aussi les ressources humaines. Et donc, une manière d'aller valoriser les ressources locales, c'est de donner accès, de donner finalement un tremplin à des personnes qui n'auraient pas nécessairement accès à l'emploi sur le marché du travail classique. Du coup, un petit exemple sur Ostrocel en Autriche. Donc, c'est vraiment l'exemple qui incarne vraiment très fortement cette idée de valoriser les coproduits. Au départ, c'est une usine de pâte à papier et carton. Et finalement, au fil du temps, elle va développer tout un écosystème pour valoriser tous ces coproduits. Donc une bioraffinerie directement intégrée au site qui va permettre différents usages. Tous les déchets du site vont être valorisés en énergie verte à travers une centrale de cogénération chaleur et d'électricité. Et puis plus récemment, elle a mis en place une usine de bioéthanol. Et c'est aujourd'hui la plus grande de ce type-là à l'échelle mondiale. Donc, un site industriel qui, au fil du temps, a finalement construit cette capacité à valoriser ses coproduits sur le site. Et puis, du coup, dernière dimension du local, le vivier de partenaires. Donc, ça aussi, ça renvoie finalement, ça reboucle la boucle avec la définition du local. C'est-à-dire qu'en local, le local permet des collaborations qui ne sont pas possibles avec la même intensité ou la même valeur ajoutée à une échelle plus large. Et ça, c'est du coup, voilà, le vivier de partenaires incarne vraiment cet élément-là. Je ne rentre pas dans le détail des différentes entrées, mais le principe, c'est notamment d'avoir une politique, une stratégie tournée vers ses fournisseurs. Ça peut être tourné sur le modèle de la communauté, mettre en place une communauté de fournisseurs locaux. Ça peut avoir du sens quand on s'appuie sur toute une galaxie, par exemple, de producteurs agricoles pour produire une matière première. Ça peut être d'aider ces fournisseurs à évoluer dans leur production, à évoluer aussi dans leur modèle économique ou leur impact environnemental pour pouvoir mieux les intégrer à sa propre chaîne de valeur. Et on a un exemple juste après qui incarne ça. Donc il y a l'idée aussi d'aider d'autres entreprises à évoluer dans leur modèle économique. Parfois, intégrer le local comme vivier de partenaires, c'est aussi se mettre au service de micro-entreprises qui finalement, sans l'aide ou sans l'impulsion d'une entreprise qui va les rendre visibles sur le marché, qui va les aider à accéder à des marchés à l'extérieur, finalement ne pourraient pas se développer autrement. C'est encore une autre facette de ce modèle hyper local. Je termine rapidement avec cet exemple-là qui nous vient des États-Unis. Donc c'est une entreprise de l'agroalimentaire qui fabrique des produits au départ à base de lait. Enfin, on reste sur des produits laitiers. Et finalement, le défi qu'ils se sont lancés, c'est de lancer une gamme de produits, donc de type du fromage, du beurre, etc., sans lait animal, avec une réflexion au départ sur l'impact environnemental des élevages, etc. Et donc, une question clé pour eux, c'est comment je vais développer mes matières premières. On va être notamment sur des légumineuses, on va être sur différents types de matières premières un peu qui sortent un peu de l'ordinaire. Et donc, toute la logique a été de développer un accompagnement d'entreprises agricoles qui sont aujourd'hui sur des élevages laitiers, de les amener finalement à bifurquer vers de la culture de matières premières pour ces produits laitiers un petit peu nouvelle génération. Et en fait, très concrètement, l'entreprise va se donner les moyens d'assurer un revenu aux agriculteurs, de leur apporter un soutien technique, de leur apporter un soutien en termes de financement, parce qu'il faut faire des investissements pour changer un certain nombre de process, d'équipements, etc. Et donc, on le voit, là, c'est en termes d'engagement, là aussi local, vis-à-vis de ces fournisseurs, est un engagement assez significatif et qui incarne assez bien cette idée d'hyper-local. Alors, on va conclure. Je vais redonner la parole à Annabelle. Peut-être ce que je dirais juste avant de te redonner la parole, c'est que il y a un enjeu, peut-être vous avez pensé spontanément, c'est que tous ces modèles, toutes ces dimensions sont évidemment combinables. Dans les exemples qu'on prend dans le livre, on a essayé de prendre des exemples qui illustrent vraiment bien chacune des dimensions, mais évidemment, et c'est d'autant mieux, et peut-être d'autant plus à la fois vertueux et pertinent pour l'entreprise, de les combiner. Et peut-être que demain, l'entreprise hyperlocale, c'est celle qui combine ces différentes dimensions. Merci.
En tout cas, voilà, on espère vous avoir donné envie de réfléchir à votre propre modèle économique si vous êtes une entreprise, ou de vous lancer dans l'entrepreneuriat local si vous êtes en création d'entreprise. Et puis de pourquoi pas lire le livre quand il sortira, et puis de réfléchir vous-même aux modalités qui sont vraiment très spécifiques à chaque entreprise et à chaque secteur. On n'est pas allé dans le détail, mais il y a des leviers qui vont être plus ou moins pertinents pour tel ou tel secteur parce qu'ils répondent vraiment à des enjeux du modèle économique du secteur donné. On n'aura pas les mêmes leviers activés pour un acteur de l'agroalimentaire ou du BTP, un acteur du service ou de la production. Et donc, on vous invite vraiment à réfléchir à ces sujets. Nous, on adore explorer ces sujets, évidemment, avec nos clients. Et puis, on voulait terminer avec ces citations de Gary Snyder pour que vous partiez avec un peu de poésie au cœur et puis une approche du local qui nous enthousiasme et qui nous porte. On a un peu de temps pour les questions. En plus, après l'applaudissement. Merci. Je pense qu'on vous entend. J'ai écrit un livre qui s'appelle 2050 Crash ou Renaissance, et c'est intéressant parce que ça rejoint exactement votre point, notamment, c'est pas une société boule de guille. Un des points, malgré tout, c'est un des risques quand on est dans l'hyper local, c'est la question de la résilience, en particulier lorsqu'il y a un événement, imaginons climatique, qui vient, entre guillemets, perturber, bouleverser tout un territoire. Et la question c'est, alors, moi j'ai quelques idées, mais ce sera très intéressant d'avoir votre approche là-dessus. Comment justement faire face lorsque, par exemple, potentiellement, il y a un risque tout un territoire sera inondé ou une sécheresse, etc., et qui donc bouleverse complètement effectivement l'écosystème de cette entreprise. Alors, nous, ce qu'on pense, c'est que déjà, prendre conscience de ces dépendances, c'est une façon de se dire je ne mets pas tous mes yeux dans le même panier, parce qu'aujourd'hui, on peut avoir des systèmes globalisés, mais qui sont malgré tout, on le montrait avec Boris, sur des chaînes de valeur très concentrées et très spécialisées. Donc, le fait d'être loin, ça ne veut pas forcément dire qu'on est plus sûr. Et nous, ce qu'on propose, c'est pas d'être non plus dans une autarcie totale à 100% fermée sur un territoire donné. On trouve intéressant, en effet, de faire ce qu'on appelle, nous, du multisourcing sur des sujets à risque, d'aller chercher des ressources là où elles sont. Après, il y a quand même pas mal de matières premières qu'on va pouvoir recycler en local. Donc là, c'est plutôt la question de l'outil industriel et de sa disponibilité. Mais on ne prône pas vraiment une fermeture sur soi-même. Et en fonction du sujet, je pense que le réseau de collaboration et de coopération, il doit être différent, voire multilocal. Parce que sur des questions, en effet, d'exposition aux aléas climatiques, comme on le disait tout à l'heure, il faut déjà prendre conscience des fragilités sur sa chaîne et après voir ce qui est relocalisable ou pas, ou délocalisable moins loin, mais pas forcément sur son propre territoire, si c'est un territoire qui sera soumis au stress hydrique ou à des crues extrêmes dans les 20 années qui viennent. Et Boris, je te laisse compléter. Oui, je pense qu'un petit complément, c'est le lien entre l'autonomie et la résilience. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est sur finalement des chaînes de valeur qui se sont très spécialisées, ou finalement un territoire, parce qu'il est très spécialisé, si lui il a un problème, il va impacter toute la chaîne en amont, en aval. Si on va vers un schéma où finalement chaque territoire devient un peu plus autonome, le modèle hyperlocal peut nous aider à cela. Finalement, le fait qu'un territoire soit fortement impacté va moins impacter les autres. Ça, c'est un point important. Mais du coup, il peut aussi avoir l'aide des territoires qui ne sont pas impactés. Donc je pense que dans ce schéma-là, effectivement, n'importe quel territoire local qui subit un choc massif climatique, etc., hyper local ou pas, il va être très impacté. Par contre, si finalement, avec un fonctionnement hyper local un peu diffus, on va peut-être beaucoup plus facilement pouvoir compter sur le soutien des territoires voisins et moins être soumis à ce principe où un territoire il a un impact, et parce qu'il est spécialisé et qu'il n'y a qu'une usine qui fait de la paire de chaussettes qui va bien sur ce territoire-là, tout le monde est impacté. Donc c'est ce lien aussi, l'autonomie comme levier de résilience globale aussi, quoi. Dans une phase d'introspection. Oui, je récupère local, ça. En même temps, il est l'heure. Donc s'il n'y a pas peut-être une dernière question, si quelqu'un veut se lancer, sinon vous pouvez venir nous voir, évidemment, juste après. Et on va laisser la place, parce que je pense qu'il y a encore un atelier après nous. Pas sûr. Merci beaucoup. Merci. À bientôt.